Je dis tout ce qui réveille en nous l'idée de rapport, je n'entends pas que pour appeler un être beau, il faille apprécier quelle est la sorte de rapport qui y règne. Je n'exige pas que celui qui voit un morceau d'architecture soit en état d'assurer ce que l'architecte même peut ignorer, que cette partie est à celle-là, comme tel nombre est à tel nombre, ou que celui qui entend un concert sache plus quelquefois que ne sait le musicien, que tel son est à tel son dans le rapport de 2 à 4 ou de 4 à 5. Il suffit qu'il aperçoive et sente que les membres de cette architecture et que les sons de cette pièce de musique ont des rapports, soit entre eux, soit avec d'autres objets. C'est l'indétermination de ces rapports, la facilité de les saisir et le plaisir qui accompagne leur perception qui ont fait imaginer que le beau était plutôt une affaire de sentiment que de raison. J'ose assurer que toutes les fois qu'un principe nous sera connu, dès la plus tendre enfance, et que nous en ferons par habitude une application facile et subite aux objets placés hors de nous, nous croirons en juger par sentiment. Mais nous serons contraints d'avouer notre erreur dans toutes les occasions où la complication des rapports et la nouveauté de l'objet suspendront l'application du principe. Alors le plaisir attendra pour se faire sentir que l'entendement est prononcé, que l'objet est beau. D'ailleurs, le jugement en pareil cas est presque toujours du beau relatif et non du beau réel. Où l'on considère les rapports dans les mœurs et l'on a le beau moral, où on les considère dans les ouvrages de littérature et l'on a le beau littéraire, où on les considère dans les pièces de musique et l'on a le beau musical, où on les considère dans les ouvrages de la nature et l'on a le beau naturel, où on les considère dans les ouvrages mécaniques des hommes et l'on a le beau artificiel, où on les considère dans les représentations des ouvrages de l'art ou de la nature et l'on a le beau d'imitation. Dans quelque objet et sous quelques aspects que vous considériez les rapports dans un même objet, le beau prendra différents noms. Mais un même objet, quel qu'il soit, peut être considéré solitairement et en lui-même ou relativement à d'autres. Quand je prononce d'une fleur qu'elle est belle ou d'un poisson qu'il est beau, qu'entendons-je ? Si je considère cette fleur ou ce poisson solitairement, je n'attends pas autre chose sinon que j'aperçois entre les parties dont ils sont composés de l'ordre, de l'arrangement, de la symétrie, des rapports, car tous ces mots ne désignent que différentes manières d'envisager les rapports mêmes. En ce sens, toute fleur est belle, tout poisson est beau, mais de quel beau ? De celui que j'appelle beau réel. Si je considère la fleur et le poisson relativement à d'autres fleurs et d'autres poissons, quand je dis qu'ils sont beaux, cela signifie qu'entre les êtres de leur genre, qu'entre les fleurs celle-ci, qu'entre les poissons celui-là, réveille en moi le plus d'idées de rapports et le plus de certains rapports, car je ne tarderai pas à faire voir que tous les rapports n'étant pas de la même nature, ils contribuent plus ou moins les uns que les autres à la beauté. Mais je puis assurer que sous cette nouvelle façon de considérer les objets, il y a beau et laid. Mais quel beau, quel laid ? Celui qu'on appelle relatif. Si au lieu de prendre une fleur ou un poisson, on généralise et qu'on prenne une plante ou un animal, si on particularise et qu'on prenne une rose et un turbo, on en tirera toujours la distinction. On en tirera toujours la distinction du beau relatif et du beau réel. D'où l'on voit qu'il y a plusieurs beaux relatifs et qu'une tulipe peut être belle ou laide entre les tulipes, belle ou laide entre les fleurs, belle ou laide entre les plantes, belle ou laide entre les productions de la nature. Mais on conçoit qu'il faut avoir vu bien des roses et bien des turbos pour prononcer que ceux-ci sont beaux ou laids, entre les roses et les turbos, bien des plantes et bien des poissons pour prononcer que la rose et le turbo sont beaux ou laids, entre les plantes et les poissons, et qu'il faut avoir une grande connaissance de la nature pour prononcer qu'ils sont beaux ou laids entre les productions de la nature. Qu'est-ce donc qu'on entend quand on dit à un artiste « imitez la belle nature » où l'on ne sait ce qu'on commande, où on lui dit « si vous avez à peindre une fleur, et qu'il vous soit d'ailleurs indifférent, laquelle peindre ? Prenez la plus belle d'entre les fleurs. Si vous avez à peindre une plante, et que votre sujet
ne demande point que ce soit un chêne ou un ormeau, sec, rompu, brisé et branché, prenez la plus belle d'entre les plantes. Si vous avez à peindre un objet de la nature et qu'il vous soit indifférent, lequel choisir? Prenez le plus beau. D'où il s'ensuit, 1. Que le principe de l'imitation de la belle nature demande l'étude la plus profonde et la plus étendue de ses productions en tout genre. 2. Que quand on aurait la connaissance la plus parfaite de la nature et des limites qu'elle s'est prescrites dans la production de chaque être, il n'en serait pas moins vrai que le nombre des occasions où le plus beau pourrait être employé dans les arts d'imitation serait à celui où il faut préférer le moins beau, comme l'unité à l'infini. 3. Que quoi qu'il y ait en effet un maximum de beauté dans chaque ouvrage de la nature considéré en lui-même, ou pour me servir d'un exemple, que quoique la plus belle rose qu'elle produise n'ait jamais ni la hauteur ni l'étendue d'un chêne, cependant il n'y a ni beau ni laid dans ses productions, considérées relativement à l'emploi qu'on en peut faire dans les arts d'imitation, selon la nature d'un être, selon qu'il excite en nous la perception d'un plus grand nombre de rapports, et selon la nature des rapports qu'il excite. Il est joli, beau, plus beau, très beau ou laid, bas, petit, grand, élevé, sublime ou très burlesque ou plaisant. Et ce serait faire un très grand ouvrage, et non pas un article de dictionnaire, que d'entrer dans tous ces détails. Il nous suffit d'avoir montré les principes. Nous abandonnons au lecteur le soin des conséquences et des applications, mais nous pouvons lui assurer que soit qu'il prenne ces exemples dans la nature, ou qu'il les emprunte de la peinture, de la morale, de l'architecture, de la musique, il trouvera toujours qu'il donne le nom de beau réel à tout ce qui contient en soi de quoi réveiller l'idée de rapport, et le nom de beau relatif à tout ce qui réveille les rapports convenables avec les choses auxquelles il en faut faire la comparaison. Je me contenterai d'en apporter un exemple pris de la littérature. Tout le monde sait le mot sublime de la tragédie des Horace, qu'il mourut, dans Corneille, Horace, acte 3. Je demande à quelqu'un qui ne connaît point la pièce de Corneille et qui n'a aucune idée de la réponse du vieil Horace, ce qu'il pense de ce trait qu'il mourut. Il est évident que celui que j'interroge, ne sachant ce que c'est que ce qu'il mourut, ne pouvant deviner si c'est une phrase complète ou un fragment, et apercevant à peine entre ces trois termes quelque rapport grammatical, me répondra que cela ne lui paraît ni beau ni laid. Mais si je lui dis que c'est la réponse d'un homme consulté sur ce qu'un autre doit faire dans un combat, il commence à apercevoir dans le répondant une sorte de courage qui ne lui permet pas de croire qu'il soit toujours meilleur de vivre que de mourir, et le qu'il mourut commence à l'intéresser. Si j'ajoute qu'il s'agit dans ce combat de l'honneur de la patrie, que le combattant est fils de celui qu'on interroge, que c'est le seul qui lui reste, que le jeune homme avait affaire à 3 ennemis qui avaient déjà ôté la vie à 2 de ses frères, que le vieillard parle à sa fille, que c'est un Romain, alors la réponse qu'il mourut, qui n'était ni belle ni laide, s'embellit à mesure que je développe ses rapports avec les circonstances, et finit par être sublime. Chez tous les peuples, dans tous les lieux de la terre, et dans tous les temps, on a eu un nom pour la couleur en général et d'autres noms pour les couleurs en particulier, pour leurs nuances. Qu'aurait-il à faire un philosophe à qui l'on proposerait d'expliquer ce que c'est qu'une belle couleur, sinon d'indiquer l'origine de l'application du terme beau à une couleur en général, quelle qu'elle soit, et ensuite d'indiquer les causes qui ont pu faire préférer telle nuance à telle autre. De même, c'est la perception des rapports qui a donné lieu à l'invention du terme beau, et selon que les rapports et l'esprit des hommes ont varié, on a fait les noms jolis, beaux, charmants, grands, sublimes, divins, et une infinité d'autres, tant relatifs au physique qu'au moral. Voilà les nuances du beau. Mais j'étends cette pensée et je dis, quand on exige que la notion générale de beau convienne à tous les êtres beaux, parle-t-on seulement de ceux qui portent cette épithète, ici et aujourd'hui, ou de ceux qu'on a nommés beaux à la naissance du monde, qu'on appelait beaux il y a 5000 ans à 3000 lieues, et qu'on appellera tels dans les siècles à venir, de ceux que nous avons regardés comme tels dans l'enfance, dans l'âge mûr et dans la vieillesse, de ceux qui font l'admiration des peuples policés et de ceux qui charment les sauvages. La vérité de cette définition sera-t-elle locale, particulière et momentanée? Ou s'étendra-t-elle à tous les êtres, à tous les temps, à tous les hommes et à tous les lieux? Si l'on prend le dernier parti, on se rapprochera beaucoup de mon principe,
et l'on ne trouvera guère d'autres moyens de concilier entre eux les jugements de l'enfant et de l'homme fait, de l'enfant à qui il ne faut qu'un vestige de symétrie et d'imitation pour admirer et peut-être récréer, et pour être récréé. De l'homme fait, à qui il faut des palais et des ouvrages d'une étendue immense pour être frappé, du sauvage et de l'homme policé, du sauvage qui est enchanté à la vue d'une pendeloque de verre, d'une bague de laiton ou d'un bracelet de clinquaille, et de l'homme policé qui n'accorde son attention qu'aux ouvrages les plus parfaits, des premiers hommes qui prodiguaient des noms de beaux, de magnifiques, à des cabanes, des chaumières et des granges, et des hommes d'aujourd'hui qui ont restreint ces dénominations aux derniers efforts de la capacité de l'homme. Placez la beauté dans la perception des rapports et vous aurez l'histoire de ses progrès depuis la naissance du monde jusqu'aujourd'hui. Choisissez pour caractère différentiel du beau en général telle autre qualité qu'il vous plaira et votre notion se trouvera attention à autre chose qu'à son mécanisme ou au rapport de ses parties entre elles. Quand on prononce aujourd'hui que la montre est belle, fait-on attention à autre chose qu'à son usage et à son mécanisme? Si donc la définition générale du beau doit convenir à tous les êtres auxquels on donne cette épithète, l'idée de grandeur en est exclue. Je me suis attaché à écarter de la notion du beau la notion de grandeur, parce qu'il m'a semblé que c'était celle qu'on lui attachait plus ordinairement. En mathématiques, on entend par un beau problème un problème difficile à résoudre, par une belle solution, la solution simple et facile d'un problème difficile et compliqué. La notion de grande, sublime, d'élevée n'a aucun lieu dans ces occasions où on ne laisse pas d'employer le nom de beau, qu'on parcourt de cette manière tous les êtres qu'on nomme beau. L'un excluera la grandeur, l'autre excluera l'utilité, un troisième la symétrie, quelques-uns même l'apparence marquée d'ordre et de symétrie. Telle serait la peinture d'un orage, d'une tempête, d'un chaos, et l'on sera forcé de convenir que la seule qualité commune selon laquelle ces êtres conviennent tous est la notion de rapport. Mais quand on demande que la notion générale de beau convienne à tous les êtres qu'on nomme tels, ne parle-t-on que de sa langue ou parle-t-on de toutes les langues? Faut-il que cette définition convienne seulement aux êtres que nous appelons beaux en français ou à tous les êtres qu'on appellerait beaux en hébreu, en syriaque, en arabe, en chaldéen, en grec, en latin, en anglais, en italien, et dans toutes les langues qui ont existé, qui existent ou qui existeront? Et pour prouver que la notion de rapport est la seule qui resterait après l'emploi d'une règle d'exclusion aussi étendue, le philosophe sera-t-il forcé de les apprendre toutes? Ne lui suffit-il pas d'avoir examiné que l'acception du terme beau varie dans toutes les langues, qu'on le trouve appliqué là à une sorte d'être à laquelle il ne s'applique point ici, mais qu'en quelque idiome qu'on en fasse usage, il suppose perception de rapport. Les Anglais disent « a fine flower, a fine woman », une belle femme, une belle odeur. Où en serait un philosophe anglais si, à traiter du beau, il voulait avoir égard à cette bizarrerie de sa langue? C'est le peuple qui a fait les langues, c'est aux philosophes à découvrir l'origine des choses. Et il serait assez surprenant que les principes de l'un ne se trouvassent pas souvent en contradiction avec les usages de l'autre. Mais le principe de la perception des rapports appliqué à la nature du beau n'a pas même ici ce désavantage, et il est si général, il est difficile que quelque chose lui échappe. Notre entendement quant à la perception, il n'en a pas moins son fondement dans les choses, et je dirais qu'une chose contient en elle des rapports réels, toutes les fois qu'elle sera revêtue de qualité, qu'un être constitué de corps et d'esprit comme moi ne pourrait considérer sans supposer l'existence ou d'autres êtres ou d'autres qualités, soit dans la chose même, soit hors d'elle, et je distribuerai les rapports en réel et en aperçu. Mais il y a une troisième sorte de rapports, ce sont les rapports intellectuels ou fictifs, ceux que l'entendement humain semble mettre dans les choses. Un statuaire jette l'œil sur un bloc de marbre, son imagination plus prompte que son ciseau en enlève toutes les parties superflues et y décerne une figure. Mais cette figure est proprement imaginaire et fictive. Il pourrait faire sur une portion d'espace terminée par des lignes intellectuelles ce qu'il vient d'exécuter d'imagination dans un bloc informe de marbre. Un philosophe jette l'œil sur un amas de pierres jeté au hasard. Il anéantit par la pensée toutes les parties de cet amas
qui produisent l'irrégularité, et il parvient à en faire sortir un globe, un cube, une figure régulière. Qu'est-ce que cela signifie? Que quoi que la main de l'artiste ne puisse tracer un dessin, que sur des surfaces résistantes, il en peut transporter l'image par la pensée, sur tout corps. Que dis-je? Sur tout corps. Dans l'espace et le vide, l'image, ou transportée par la pensée dans les airs ou extraite par l'imagination des corps les plus informes, peut être belle ou laide, mais non la toile idéale à laquelle on l'a attachée ou le corps informe dont on l'a fait sortir. Quand je dis donc qu'un être est beau par les rapports qu'on y remarque, je ne parle point des rapports intellectuels ou fictifs que notre imagination y transporte, mais des rapports réels qui y sont et que notre entendement y remarque par le secours de nos sens. En revanche, je prétends que quels que soient les rapports, ce sont eux qui constitueront la beauté, non dans ce sens étroit où le joli est l'opposé du beau, mais dans un sens, j'ose le dire, plus philosophique et plus conforme à la notion du beau en général et à la nature des langues et des choses. Si quelqu'un a la patience de rassembler tous les êtres auxquels nous donnons le nom de beau, il s'apercevra bientôt que dans cette foule, il y en a une infinité où l'on n'a nul égard à la petitesse ou à la grandeur. La petitesse et la grandeur sont comptées pour rien toutes les fois que l'être est solitaire, ou qu'étant individu d'une espèce nombreuse, on le considère solitairement. Quand on prononça de la première horloge ou de la première montre qu'elle était belle, faisait-on changer les circonstances et les rapports, et faites passer le qu'il mourut du théâtre français sur la scène italienne, et de la bouche du vieil Horace dans celle de Scapin, le qu'il mourut deviendra burlesque. Changer encore les circonstances, c'est supposer que Scapin soit au service d'un maître dur, avare et bourru, et qu'il soit attaqué sur un grand chemin par 3 ou 4 brigands. Scapin s'enfuit, son maître se défend, mais pressé par le nombre, il est obligé de s'enfuir aussi, et l'on vient apprendre à Scapin que son maître a échappé au danger. Comment, dira Scapin, trompé dans son attente, il s'est donc enfui? Ah, le lâche! Mais, lui répondra-t-on, seul contre toi, 3, que voulais-tu qu'il fît? Qu'il mourût, répondra-t-il, et ce qu'il mourut deviendra plaisant. Et ce qu'il mourut deviendra plaisant. Il est donc constant que la beauté commence, s'accroît, varie, décline et disparaît avec les rapports, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Mais qu'entendez-vous par un rapport? Ne demandera-t-on, n'est-ce pas changer l'acception des termes que de donner le nom de beau à ce qu'on n'a jamais regardé comme tel? Il semble que dans notre langue, l'idée de beau soit toujours jointe à celle de grandeur, et que ce ne soit pas définir le beau que de placer sa différence spécifique dans une qualité qui convient à une infinité d'êtres qui n'ont ni grandeur ni sublimité. Crouzaz a péché sans doute lorsqu'il a chargé sa définition du beau d'un si grand nombre de caractères qu'elle s'est trouvée restreinte à un très petit nombre d'êtres. Mais n'est-ce pas tomber dans le défaut contraire que de le rendre si général qu'elle semble les embrasser tous sans en accepter un amas de pierres informes jeté au hasard sur le bord d'une carrière? Tous les objets, ajoutera-t-on, sont susceptibles de rapports entre eux, entre leurs parties et avec d'autres êtres. Il n'y en a point qui ne puisse être arrangé, ordonné, symétrisé. La perfection est une qualité qui peut convenir à tous, mais il n'en a pas de même de la beauté. Il n'en est pas de même de la beauté. Elle est d'un petit nombre d'objets. Voilà, ce me semble, sinon la seule, du moins la plus forte objection qu'on puisse me faire, et je vais tâcher d'y répondre. Le rapport, en général, est une opération de l'entendement, qui considère soit un être, soit une qualité, en tant que cet être ou cette qualité suppose l'existence d'un autre être ou d'une autre qualité. Exemple, quand je dis que Pierre est un bon père, je considère en lui une qualité qui suppose l'existence d'une autre, celle de fils, et ainsi des autres rapports tels qu'ils puissent être. D'où il s'ensuit que, quoique le rapport ne soit que dans l'âme, a le pouvoir d'unir les idées qu'elle a reçues séparément, de comparer les objets par le moyen des idées qu'elle en a, d'observer les rapports qu'elles ont entre elles, d'étendre ou de resserrer ces idées à son gré, de considérer séparément chacune des idées simples qui peuvent s'être trouvées réunies dans la sensation qu'elle en a reçue. Cette dernière opération de l'âme s'appelle abstraction. Les idées des substances corporelles sont composées de diverses idées simples qui ont fait ensemble leurs impressions lorsque les substances corporelles se sont présentées à nos sens.
Ce n'est qu'en spécifiant en détail ces idées sensibles qu'on peut définir les substances. Ces sortes de définitions peuvent exciter une idée assez claire d'une substance dans un homme qui ne l'a jamais immédiatement aperçue, pourvu qu'il ait autrefois reçu séparément, par le moyen des sens, toutes les idées simples qui entrent dans la composition de l'idée complexe de la substance définie. Mais s'il lui manque la notion de quelqu'une des idées simples dont cette substance est composée, et s'il est privé du sens nécessaire pour les apercevoir, ou si ce sens est dépravé sans retour, il n'est aucune définition qui puisse exciter en lui l'idée dont il n'aurait pas eu précédemment une perception sensible. Sixième source de diversité dans les jugements que les hommes porteront, de la beauté d'une description, car combien entre eux de notions fausses, combien de demi-notions du même objet, mais ils ne doivent pas s'accorder davantage sur les êtres intellectuels. Ils sont tous représentés par des signes, et il n'y a presque aucun de ces signes qui soit assez exactement défini pour que l'acception n'en soit pas plus étendue, plus resserrée dans un homme que dans un autre. La logique et la métaphysique seraient bien voisines de la perfection si le dictionnaire de la langue était bien fait. Mais c'est encore un ouvrage à désirer, et comme les mots sont les couleurs dont la poésie et l'éloquence se servent, quelle conformité peut-on attendre dans les jugements du tableau, tant qu'on ne saura seulement pas à quoi s'en tenir sur les couleurs et sur les nuances. Septième source de diversité dans les jugements. Quel que soit l'être dont nous jugeons les goûts et les dégoûts, excités par l'instruction, par l'éducation, par le préjugé, ou par un certain ordre factice dans nos idées, sont tous fondés sur l'opinion, où nous sommes que ces objets ont quelque perfection, ou quelques défauts dans des qualités pour la perception desquelles nous avons des sens et des facultés ou des facultés convenables. Huitième source de diversité. Dans cette occasion et dans beaucoup d'autres, c'est l'action combinée de la surprise et des rapports qui a lieu toutes les fois que le théorème dont on a démontré la vérité passait auparavant pour une proposition fausse. Il y a des rapports que nous jugeons plus ou moins essentiels. Tel est celui de la grandeur relativement à l'homme, à la femme et à l'enfant. Nous disons d'un enfant qu'il est beau, quoiqu'il soit petit. Il faut absolument qu'un bel homme soit grand. Nous exigeons moins cette qualité dans une femme, et il est plus permis à une petite femme d'être belle qu'à un petit homme d'être beau. Il me semble que nous considérons alors les êtres non seulement en eux-mêmes, mais encore relativement au lieu qu'ils occupent dans la nature, dans le grand tout. Et selon que ce grand tout est plus ou moins connu, l'échelle qu'on se forme de la grandeur des êtres est plus ou moins exacte. Mais nous ne savons jamais bien quand elle est juste. Troisième source de diversité de goût est le jugement dans les arts d'imitation. Les grands maîtres ont mieux aimé que leur échelle fût un peu trop grande que trop petite, mais aucun d'eux n'a la même échelle, ni peut-être celle de la nature. L'intérêt, les passions, l'ignorance, les préjugés, les usages, les mœurs, les climats, les coutumes, les gouvernements, les cultes, les événements empêchent les êtres qui nous environnent ou les rendent capables de réveiller ou de ne point réveiller en nous plusieurs idées, anéantissent en eux des rapports très naturels et y en établissent de capricieux et d'accidentels. Quatrième source de divertissement dans les jugements.